BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H. Le monde des affaires et de la finance ont poussé un ouf de soulagement hier soir avec l'élection d'Emmanuel Macron. Reste à savoir de quelle marge de manœuvre il dispose, quelles sont les urgences, les réformes à mener tout de suite. Et puis surtout, on parlera aussi de sa capacité à réformer. Mes invités autour de la table, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Jean-Hervé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE. Xavier Timbaud, bonsoir. Bonsoir Edwige. Merci d'être là. Et puis dans un instant, peut-être, Emmanuel Le Chypre nous rejoindra. Je commence peut-être par vous, Jean-Hervé Lorenzi. Est-ce que vous pensez qu'il a une marge de manœuvre suffisante aujourd'hui pour mettre en place le programme qu'il a dit qu'il allait mettre en place, notamment un point important sur la réforme du droit du travail? Deux remarques. La conjoncture, c'est quand même, d'une certaine manière, disons, améliorée. Il part de quoi? Il part d'un taux de croissance qui est de 1,5, c'est mieux que ce qu'on avait précédemment. Il part en réalité d'un déficit budgétaire qui est quand même, on va bien voir ce que ça va donner, mais qui est quand même de l'ordre de ce qui est jugé comme acceptable, 3%. Et quand vous regardez bien son programme, c'est un programme qui a été bien conçu par les économistes. C'est le premier président de la République depuis, à mon avis, au moins 4 présidents, qui a en réalité une vraie équipe d'économistes autour de lui. Donc il a une trajectoire. Sa trajectoire est assez bien calculée. Vous avez vu qu'il envisage de terminer à un taux de croissance de 1,8. Donc on n'est pas sur des versions très 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 exceptionnelles. Il a bien calibré ce qui est la partie de réduction des dépenses, d'augmentation, d'augmentation des dépenses. Donc l'un et l'autre vont de pair. Il a cette idée que il peut au fond maintenir des équilibres. J'allais dire bon vent, et il est dans une situation qui est une situation plus favorable que celle, par exemple, qu'avait François Hollande quand il est arrivé au pouvoir. Xavier Timbaud, l'OFCE, est-ce que vous êtes partagé ça? Est-ce que vous pensez qu'il a une bonne marge de manœuvre, c'est-à-dire que l'économie française a retrouvé des fondements solides et qu'il a de quoi appliquer son programme, notamment 60 milliards d'économies, et puis de distiller son programme qu'on connaît quand même assez bien? Oui, alors d'abord, Jean-Hervé l'a dit, la conjoncture est plus favorable aujourd'hui. Moi, j'irais même un cran plus loin. Il y a une partie du boulot qui a été fait par François Hollande, et qui fait partie de l'héritage d'Emmanuel Macron. D'abord, l'effort budgétaire, ramener les déficits à 3%, ce qui devrait se produire à la fin de l'année, qui va permettre à la France de sortir du bras correctif, dans le cadre de la procédure des déficits excessifs en Europe. Et puis, il y a d'autre part le CICE et le pacte de responsabilité qu'a fait François Hollande, qui a été une mesure très douloureuse politiquement et on va dire socialement. Il a coûté cher en tous les cas, oui. Et qui a coûté cher à François Hollande, mais qui a rétabli les marges des entreprises. Et rétablir les marges des entreprises, c'est aujourd'hui mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir investir et donc accompagner cette conjoncture d'effets positifs. Et puis, il y a un petit effet Macron, un effet Macron, qui est que on a quand même tous eu peur de la fin de la République, de la fin de l'Europe. Ça c'est sûr, surtout le milieu des affaires, ils ont eu très très peur là. Oui, du renversement ils ont eu tellement peur du Mélenchon, Le Pen. Oui. Et puis là, on a les premiers signes, les premières briques d'une reconstruction à la fois de la République et aussi de l'Europe. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui peut, après toutes les mauvaises nouvelles qu'on a eues en Europe, la Grèce, le Brexit... Est-ce que il y a un effet renouveau, il y a un effet confiance, il y a un effet optimiste, il y a un effet jeunesse? Oui. Est-ce que ça peut avoir un impact positif sur l'économie française, du point de vue de l'OFCE? Oubliez la jeunesse, oubliez le renouveau, tout ça c'est non mais tout ça c'est bien, c'est du marketing, on a besoin de marketing pour nous emballer le produit. Mais oubliez tout ça, le problème il est pas là. Le problème il est, est-ce que vous pouvez avoir confiance dans l'Europe et la France dans l'Europe dans les 10 années qui viennent? Macron vous donne aujourd'hui là-dessus la plus grande sécurité qu'on peut vous donner. Et ça c'est important parce que pour investir, ça veut dire que si vous investissez, si vous construisez votre usine, vous savez que dans les 10 ans qui viennent, les 15 ans qui viennent, l'Europe telle qu'elle est, elle continuera, elle va exister et vous pouvez faire vos investissements dans cette Europe-là. Et ça c'est extrêmement important. C'est pas un problème d'âge du président, c'est pas un problème de renouveau. C'est un problème comme d'image. Moi je trouve que ça. Oui, non, mais c'est un problème d'image. Mais aussi un problème d'une continuité des institutions, d'une relance de ces institutions. Voilà, Emmanuel Macron a un très joli profil.
très jolie de face aussi d'ailleurs, mais c'est quand même cette garantie-là qui est quelque chose qui a une valeur. Ouais. Alors justement, deuxième point sur les urgences. Voilà, les urgences, à cet aspect-là, parce que vous avez posé la question, est-ce qu'il y a au fond confiance? C'est de ça, optimisme et confiance. Il a quand même, au fond, trouvé un bon équilibre dans le discours. Je parle bien du discours qui était assez différent de celui de M. Fillon, qui, sur le plan des mesures, pas le jour et la nuit. Mais il n'y avait pas uniquement la punition, l'impression que les réformes, il faut aller à la schlag. Il y a l'idée que c'est ça ce qu'on appelle l'optimisme, ce qu'il y a des perspectives, il y a envie d'y aller, il y a toute une série d'aspects qui sont plus que la jeunesse. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, plus que la jeunesse, surtout le ton général. Jeunesse, mais maintenant, ça fait partie du package. Maintenant, il a 3 points dont on va parler, mais qui sont en réalité clairs, nets et identifiés. L'idée qu'on peut faire des réformes, et il a pris l'exemple des réformes de retraite, et il a pris à mon avis l'exemple le plus simple, parce que c'est déjà très engagé. Les réformes des retraites ont déjà eu largement lieu, donc c'est bien. Il a cette idée, il a la deuxième idée d'au fond élargir la protection sociale et notamment les problèmes d'acédique à des populations, donc de pousser vers l'entreprise. Ça, c'est l'urgence pour vous. Voilà. C'est très... Non, mais je vous demande votre urgence. Oui, il faut qu'il commence par quoi, Voilà. On fait ces 100 premiers jours. Troisième aspect, l'idée que on va baisser le coût baisser la fiscalité des revenus de l'investissement, c'est-à-dire pour ceux qui détiennent de l'argent dans notre pays, ils vont plus facilement y aller. C'est ce qui vous paraît, vous, Jean Hervé, le plus important pour les 100 premiers jours d'Emmanuel Macron. C'est le rapport que vous venez de soulever. Je pense que... D'abord, il ne faut pas se lancer dans 36 sujets, donc il y a une urgence. Puis une seconde, mais pas plusieurs choses. Non, mais je vous demande les 100 premiers jours, voilà, les 3 jours. La méthode, on verra ça avec Emmanuel Le Chypre qui vient de nous rejoindre. El Khomri a quand même, j'allais dire, au fond déjà fait évoluer la société française sur les problèmes marché du travail dans la douleur. Je pense qu'ils estiment, et beaucoup de gens estiment, que ceci, aujourd'hui, n'est pas tout à fait suffisant. Et donc, la priorité, c'est d'essayer de libérer un peu plus dans sa logique le marché du travail. Donc, cette idée dans les premières semaines, vous de lancer dites, l'opération sur le marché du travail, je pense en plus qu'ils ont de très bonnes idées sur la formation professionnelle, un très bon économiste dans l'opération. Donc, il a raison. Oui, il a raison. Et je trouve qu'il faut évidemment donner le sentiment, la contrepartie, c'est qu'on élargit une partie de la protection sociale. Donc, on élargit la protection vis-à-vis des accidents sur le marché du travail à des populations qui, aujourd'hui, ne sont pas protégées. Xavier, pour vous, est-ce que effectivement il a raison de mettre ça? On sait que c'est la première fois, c'est la transparence politique, c'est le premier point. Et puis le deuxième point sera pour lui sur la réforme du droit du travail, et notamment par ordonnance. Est-ce que vous dites il a raison, il a tort? La question du droit du travail et de la réforme du marché du travail, la réforme de l'assurance chômage, etc., tout ça, c'est des questions qui sont importantes. Moi, je pense que c'est pas des urgences. On sort de la loi El Khomri, qui a été un désastre, qui a coûté très cher politiquement à François Hollande et au Parti socialiste, qui est une des causes de l'effondrement. Remettre ça, réouvrir la plaie aujourd'hui, moi ça me paraît pas essentiel. Je pense que Emmanuel Macron porte peut-être un espoir qui est d'essayer de retrouver une forme de cohésion dans la société française. C'est-à-dire, on a quand même le sentiment d'être assez divisé et dans ce village gaulois, et aujourd'hui essayer de recoller les morceaux. C'est important. Alors, est-ce qu'on peut recoller les morceaux sur une réforme du marché du travail? Peut-être que le talent d'Emmanuel Macron et des gens qui l'accompagnent vont pouvoir se démontrer à cette occasion. Moi, ça me paraît pas évident. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il est plus facile de recoller les morceaux dans la société française, dans la politique française. Qui serait quoi, à vos yeux? Qui serait l'éducation. Oui, d'accord. Parce que c'est quand même un sujet... Oui, mais là, c'est difficile de réformer vite. C'est difficile de réformer vite si on veut parler d'urgence. Enfin, si moi, on me demandait quelles doivent être les urgences et qu'est-ce qu'il faut mettre en premier. L'éducation, et peut-être que l'éducation, il faut le faire par ordonnance. Ça vient juste après. Et peut-être qu'il faudrait le faire par ordonnance, là, pour le coup. Ça pourrait se défendre. La réforme sur, par exemple, l'autonomie des collèges ou des lycées serait quelque chose qui pourrait se justifier. Voilà. Ça, il y a ça. Il y a un deuxième sujet qui est quand même l'Europe et qui fait partie de la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, l'Europe. Donc il y a des choses concrètes à faire. On va en parler parce que c'est très important, surtout parce qu'il a un agenda extrêmement chargé. Il va rencontrer Angela Merkel. Il y a un agenda extrêmement chargé. Et puis il y a un débat qui a été terriblement absent de la dernière partie de la campagne, qui est l'environnement.
Alors, on peut dire que c'est pas une urgence, on peut dire etc. Mais ça, pour le coup, c'était un des succès de François Hollande, la COP 21. Il n'en a pas du tout parlé, sauf dans son discours, justement, dimanche soir. Hier soir, oui, effectivement. Absolument. Hier soir, il a dit il en a parlé. Transformation numérique, transition écologique. Mais c'est la première fois qu'il met ça aussi d'une manière aussi forte. Voilà. En avant. Voilà, si. Oui, mais voilà les urgences qui ont pour moi réouvrir la plaie de la loi El Khomri et du marché du travail. Emmanuel. C'est un champ de mine. Emmanuel. L'écologie, elle était déjà dans le programme de 50 milliards d'investissement, mais c'est vrai qu'elle a été totalement absente du débat du deuxième tour, notamment avec Marine Le Pen. Là, le mot n'a pas été prononcé quasiment une seule fois. Pour vous, le fait qu'il y a urgence, est-ce que dans ces urgences, dans son calendrier, vous trouvez que ça démarre bien ? Ça démarre pas mal si on se réfère à ce que pourrait être le petit manuel du bon réformateur. Si on regarde les travaux qui ont été faits par le FMI, l'OCDE, qui ont l'avantage peut-être des organisations qui existent depuis longtemps et qui ont beaucoup de membres et donc qui peuvent faire des travaux dans lesquels on a beaucoup d'études de cas avec beaucoup de pays et sur de grandes périodes de temps, eh bien ils ont dégagé 6 règles fondamentales pour bien réformer. La première, c'est on ne peut pas réformer sans un vrai mandat électoral, c'est-à-dire quand même assez vite et en ayant dit avant ce qu'on ferait après. Et là, il est quand même dans une situation idéale, sachant que le marché du travail et le chômage, c'est quand même la première priorité et la première angoisse des Français, donc ça paraît difficile de différer le sujet. 2, pour réussir une réforme, il faut un bon degré de coopération entre les différents niveaux de l'administration, le niveau local, le niveau national. C'est plus important que le degré de décentralisation, par exemple, de l'économie. Attention aussi aux interactions entre les différentes réformes. C'est-à-dire que tous les pays qui ont essayé à la fois de faire en même temps une réforme du marché du travail et une réforme des retraites se sont quasiment tous plantés, donc attention à ne pas mélanger les sujets. Pas de réforme sans pédagogie sur le terrain, et notamment, ce qu'on ne fait jamais, c'est faire la pédagogie de la non-réforme, c'est-à-dire de mettre en avant le coût de la non-réforme. Ça, on peut compter sur ses talents pour le faire. Il y a un dernier point, je trouve très bien. La cohésion gouvernementale, irréprochable, ça c'est presque le b.a.-ba. Et puis surtout, dans les grandes réformes, les droits acquis sont généralement entérinés ou en partie rachetés, c'est-à-dire que on ne revient pas sur la situation des gens qui... on rachète les packs d'acquis. On rachète en partie. Et toutes les réformes qu'on fait, par exemple les retraites, on va dire, voilà, ça concerne les populations qui arriveront, qui commenceront à cotiser aujourd'hui, etc. Mais on ne revient pas sur les droits des personnes qui vont bientôt partir à la retraite. Et je termine juste très vite. Rapidement, 3 points, 3 idées reçues. Un peu. Le CDE nous dit, le cycle économique, c'est pas très important. L'état des finances publiques, c'est pas très important non plus, et l'opposition politique, c'est pas très important non plus. Donc ça veut dire que finalement, il a la marge de manœuvre, il peut conduire ses réformes. Parce que il faut juste rajouter que vous savez, on sort toujours la Suède et le Canada comme les exemples absolus de réforme. Il faut ne jamais oublier qu'ils avaient à leur disposition la capacité d'évaluer ce qu'ils ont fait de manière massive. Donc il y a quand même un moment, c'est soit la dévaluation, soit autre chose. Il faut du vent dans les voiles il faut un peu de croissance. Mais ça, on l'a. On va l'avoir. Xavier. Moi, je voudrais revenir sur un point qui me paraît très important et qu'a signalé Emmanuel Le Chypre. C'est la question de la pédagogie. Et il faut bien comprendre que les pays qui ont fait des réformes sont des pays qui avaient commencé à parler de ces réformes bien longtemps avant. Mais Xavier, ça fait combien de temps qu'on parle de la réforme du marché du travail ? C'est avant ma naissance, c'est pour vous dire, c'est vraiment totalement grec. Mais la retraite aussi, le déficit public. D'accord, mais la réforme du marché du travail, il ne faut pas oublier qu'on est passé par l'épisode de la loi El Khomri. Et donc, on est déjà arrivé à une situation de conflit, etc. Mais qui représente tout ce qu'il fallait pas faire. Peut-être, mais on a dernière année de mandat, c'était pas dans le programme, il n'y avait pas de majorité pour, enfin, c'était la catastrophe. Oui, c'était la loi Macron, on lui a retiré. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu vengeance, ça serait intéressant. Quelque chose. Peut-être, il faut rajouter une 7e. Je ne suis pas l'OCDE, qui est l'immense lieu de réflexion qu'on connaît bien, mais je rajoute un dernier élément. Il faut pour la France arrêter de dire qu'on ne réforme jamais rien. Je veux dire, je suis désolé, mais les réformes des retraites, il y en a eu 4, elles sont très importantes. Les retraités vont le sentir assez rapidement en baisse de pension. Les réformes du marché du travail sont... On a fait des réformes du marché du travail, on a fait beaucoup de réformes. Mais donc vous allez... C'était pas obligatoire de commencer par la réforme du marché du travail. Oui. Voilà. Mais sauf que on a une appréciation, Xavier, qui est légèrement différente. C'est, je crois que ce sujet n'a pas été soldé. Il est comme une sorte de malaise. Est-ce que
c'est pas lui qui veut le solder parce qu'il n'a pas pu le solder quand il était ministre. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est ça le point. Oui, je pense qu'il vaut mieux dire à un moment. Il y a des choses dans la loi El Khomri qui étaient. Il n'en reste pas grand-chose de la loi El Khomri. En plus, il ne reste pas grand-chose. Je pense qu'il faut essayer de le régler. Je pense également qu'il ne faut pas se lancer dans 36 sujets de manière simultanée. Peut-être, si je reprenais l'idée de Xavier à la petite différence près sur le marché du travail, je rajouterais l'éducation, car c'est la rentrée. Et à la rentrée, on peut dès à présent faire que dans les CM1, CM2, il y ait la moitié d'élèves. Les classes divisées par 2, c'est les classes divisées, pour la rentrée 2017. Oui, donc c'est pas mal ça. Et ça donne l'impression qu'on a une vision aussi sociétale de la société française. Quant aux problèmes européens, c'est très très important sur un plan, j'allais dire idéologique, mais tout ce dont on parle, c'est d'assergement du franco-français là. Oui, cela dit, on voit bien quand même que sur l'Europe, il y a quand même 2 tiers des Français qui ont voté contre l'Europe. Ouais, mais je suis pas d'accord avec ça. Oui. Enfin, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui a nui à notre crédibilité en Europe depuis 20 ans, c'est notre incapacité à tenir nos engagements et les promesses qu'on avait faites sur les finances publiques, sur les réformes, oui, mais etc. Les Français, je ne sais pas si les Français ils veulent un ministre commun de l'économie et des finances. Moi, je suis pas sûr. Si on commence par faire quelques réformes en France qui sont crédibles, là on pourra discuter différemment. Xavier Damot, elle n'a pas du tout d'accord. Xavier n'a pas l'air du tout d'accord. Il y en a par-dessus la tête aussi dire qu'on ne respecte jamais nos règles. Je rappelle que cette année, on va être 3%. Mais c'est l'exception, Jean-Hervé. Non, il a raison, Jean-Hervé. Non, c'est pas l'exception. Il a deux fois raison, Jean-Hervé. D'abord parce que... pour une fois, c'est bien. Non, mais... Pour 2 fois. 2 fois raison, c'est beaucoup. Donc la première, c'est... Surtout chez vous, Xavier. D'abord, on respecte effectivement un certain nombre de nos promesses. Ensuite, on fait des réformes en France. Et ça, on a besoin en France de se dire on réforme jamais ce pays, il bloquait les T-Mobile. On fait des micro-réformes. Mais on fait pas des micro-réformes. On fait 10% du chemin à chaque fois. On fait pas 10% du chemin. Donc on a l'impression d'en faire beaucoup. Quand on a introduit la rupture conventionnelle, quand on a introduit le contrat d'usage, on a fait des réformes qui ont eu un impact tout à fait significatif. Je veux dire, combien il y a de réformes, il y a de ruptures conventionnelles maintenant chaque année? Il y en a trop. C'est devenu le mode principal de rupture du contrat de travail. Dans quelle année? C'est il y a 10 ans. Voilà. C'est il y a 10 ans, mais c'est une réforme importante. Mais on parle de réforme Schröder. On en parle. Je te rappelle, cher ami, que les réformes Schröder datent d'il y a qu'à 20 ans. Il y a chaque fois qu'on veut se donner, on veut s'auto-flageller, on dit non, ils n'ont pas fait. Mais ils ont fait le boulot. Troisième point sur l'Europe, quand même. L'Europe a changé. L'Europe des règles, des engagements, des promesses. Ah, vous n'avez pas tenu vos promesses. L'Europe gendarme qui est là pour pousser les pays à faire des réformes qu'ils ont du mal à faire. Ça, c'est des idées qu'on a oubliées maintenant, qu'on a enterrées en tout cas. Et pourquoi on les a enterrées? Mais parce qu'on s'est rendu compte que d'abord l'Europe comme ça, elle est absolument impopulaire, et que cette Europe impopulaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle génère les extrêmes qui peuvent conduire à l'éclatement de l'Europe, et que il faut changer l'Europe. Il faut changer l'Europe en une Europe qui respecte la responsabilité que chaque État et chaque société a vis-à-vis de son devenir, et qui soit capable de leur apporter quelque chose. Mais moi, je pense que c'est pas l'urgence. Je veux dire, ça va venir, c'est important. Il faut donner des engagements. Vous avez raison, le fait qu'il soit élu, ça inscrit durablement la France au sein de l'Union européenne. Donc c'est un point. Mais ça va pas aller tout de suite. Ou de la zone euro. Ou de la zone euro. On va avoir absolument une discussion qui va avoir lieu très rapidement. Et par rapport à ce qui va se passer en Italie, c'est pas neutre. Oui, c'est la partie la plus Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur le programme peut-être qui nous concerne, peut-être nous plus directement, la réforme de l'assurance chômage, parce que c'est un point important. En plus, il veut l'étendre, ça coûte très cher. Comment est-ce qu'il va financer cette réforme de l'assurance chômage? Est-ce qu'il va le faire vite? Vous m'en regardez? C'est budgété, a priori. Le plan pour financer l'assurance chômage, il repose sur, on va dire, 2 piliers. Le premier, c'est la baisse du chômage. Donc la baisse du chômage va générer des économies. Mais parce que là, lui, c'est les récits, c'est l'ouverture des droits aux démissionnaires qui pourrait coûter 7 milliards d'euros quand même. Et 1,6 milliard pour les récits, pour les indépendants. Et donc l'extension des droits à des nouvelles populations va être financée à allocation égale, donc par mais là, une ça réduction fait des allocations. Grosso modo, plus 8 à 9 milliards. Or, il veut faire 10 milliards d'économies sur l'assurance chômage. Oui, parce qu'il veut réduire les... Ça fait une variation de 20, enfin un petit peu moins, quoi. D'abord, le montant de l'allocation chômage est très dépendant du chômage. Donc, avec un chômage qui baisse, on va avoir beaucoup d'économies. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus de rotation. Donc de réactiver le marché du travail et de réaliser des économies par ça. Alors c'est pour ça qu'il y a un élément important qui est les fameuses offres d'emploi décentes qu'on ne peut pas refuser plus de 2 fois. Parce que ça c'est un moyen de réduire la durée d'allocation. C'est là-dessus qui sera jugé?
En tout cas, il peut, à mon avis, c'est là-dessus qu'il peut avoir des résultats les plus rapides. Je rappelle 2 choses, c'est que les chiffres, les perspectives de création d'emplois pour cette année sont très importantes, donc on est en progression très rapide. Et je vous rappelle que tout le monde a l'air d'être quand même très lucide, parce que l'accord de l'UNEDIC, il y a simplement un mois et demi, 28 mars. C'est un accord qui, de fait, à lui tout seul, fait baisser le coût des dépenses de l'UNEDIC de 500 millions d'euros, ce qui est non négligeable. Or, c'est un accord qui a été signé par tout le monde, sauf la CGT. Donc, on est dans une logique qui peut aller assez vite. N'oubliez jamais le chiffre clé. L'année 2000, c'est une année... La France, c'est un pays qui réagit très vite, quand les choses commencent à aller mieux. L'année 2000, 600 000 créations d'emplois. Net. 4% de croissance, voilà. Oui. Eh bien, tu peux très bien voir, tu peux arriver à 2% de croissance. Je te dis pas qu'on va faire 600 000. Je te dis qu'on peut arriver de manière assez significative à des résultats, à une ambiance. Ça va pas se régler en quelques semaines. Mais on peut avoir un phénomène, c'est pas 4%, d'ailleurs, c'est un peu en dessous, mais oui, un peu en dessous. Alors, qu'est-ce qui reste? Parce que là, il nous reste 3 minutes, vous êtes 3, grosso modo, enfin, même un tout petit peu moins. Qu'est-ce qui restera, à votre avis, d'Emmanuel Macron à la fin de son quinquennat? Sa capacité à réformer, sa capacité à quoi, Xavier? C'est un peu la colle, mais c'est pas qu'est-ce que vous attendez. C'est carrément une question d'anticipation. Non, mais posez votre question. Je veux dire, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron? Vous? Ce que j'attends d'Emmanuel Macron, alors même ce que j'aimerais que Emmanuel Macron arrive, il y a eu beaucoup de débats autour de la 6e République, et en fait, je pense que sans changer les institutions, on peut arriver à une modification de la pratique politique en France. Et peut-être que la prochaine majorité ou la difficulté à avoir une majorité à la prochaine Assemblée législative conduira Emmanuel Macron à devoir faire des coalitions, et que ça peut ouvrir, doublé de l'introduction de la proportionnelle, ça peut ouvrir véritablement une pratique dans la 5e République qui sera plus parlementaire et qui sera peut-être beaucoup plus démocratique. Et je pense que dans les divisions dans lesquelles on est aujourd'hui en tant que Français, plus de démocratie, c'est un élément essentiel. Je pense qu'il faut sortir du régime présidentiel. Moi, je pense depuis des années que la France est double. Elle a une espèce de jeunesse, un dynamisme implicite qui est très très fort. Il est représentatif de ça. Il est capable d'arriver à transformer l'essai de ce dynamisme qu'on le voit dans la technologie, mais dans les tas de domaines. Et au fond, ce que j'attends, c'est qu'il permette de créer une sorte de maïeutique du dynamisme de notre pays, qui est tout à fait capable de l'avoir quand il le souhaite, et qui est un peu bridé depuis, pour des tas de raisons, depuis une bonne vingtaine d'années. Emmanuel ? Moi, c'est au-delà des effets mécaniques du programme, c'est s'il arrive à faire 2 ou 3 révolutions culturelles. La première, c'est effectivement, Xavier l'a dit, notre culture politique, la culture de nos hommes politiques. 2, s'il arrive à changer le rapport qu'entretiennent les Français et les entreprises avec l'État et l'administration, c'est-à-dire sortir d'un rapport qui est aujourd'hui un rapport de défiance pour aller vers un rapport de confiance, et changer la mentalité, plus globalement la mentalité de l'État, de l'administration, et faire une vraie réforme, une vraie modernisation de l'administration. Voilà, nous doter d'une administration du XXIe siècle. Ah non, il nous reste chacun. Dans une semaine, pile poil, on connaîtra le Premier ministre. Ça va être qui alors, Emmanuel ? Aucune idée. Aucune idée. Xavier ? Là, encore moins d'idées non, là-dessus. Je sais pas. Peut-être que ce serait bien que ce soit une femme. Oui. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Bon. Jean-Hervé, 2 idées. Non. Déjà, il en a, attendez. J'en ai 2. Édouard Philippe, mais ça c'est déjà un nom, prénom, et Borloo. Et Jean-Louis Borloo. Allez, rendez-vous lundi prochain, on verra bien s'ils ne sont pas d'accord. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous. Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE, Emmanuel Le Chiffre de BFM Business, Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain. On fera le compte exact, centime par centime, de l'État de la France avec Gilles Carrez, le monsieur budgétaire de l'Assemblée nationale. Et puis on se reviendra bien sûr à 18h30. D'ici là, très bonne soirée. Le décodeur de l'écho, Fabrice Lundi.